Vania Ignatova. Voilà, donc vous avez compris de quoi il retourne Schneider Electric. Et donc l'idée, c'est vraiment de parler d'efficacité énergétique et notamment de smart green. Il y a plein de solutions novatrices chez Schneider Electric sur ces sujets-là. On va voir ça avec vous. Ah, je ne vous ai pas présenté quand même. Alors attendez, Véronique Boutin, donc responsable des projets industriels dans une équipe qui s'appelle le AI Hub, qui est focalisée donc sur le développement de l'intelligence artificielle. Et puis Vania Ignatova, vous travaillez également là, mais vous vous occupez davantage des projets dans le domaine énergie. Voilà. Bien. Bonjour à tous. Donc on va passer du quantique et puis des composants au laminoir et au four à verre. J'espère que la transition ne sera pas trop dure. Ceci dit, il y a quand même un lien, puisque je vais vous parler de solutions digitales et basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie et puis sur les microgrids dont parlera Vania. Alors, mon objectif aujourd'hui, alors moi je vais vous parler plus de la partie industrie, c'est vraiment de vous expliquer finalement comment est-ce qu'on peut obtenir des résultats tangibles de gains d'efficacité énergétique et de réduction d'empreinte CO2 en s'appuyant sur ce qu'on appelle la digitalisation et l'intelligence artificielle. Et je fais suite, en faisant ça, à la présentation qui a été faite ce matin par Gwenaëlle Weiswet, qui vous a parlé de digitalisation chez Schneider. Voilà. Donc on parle ici de solutions digitales et incluant... Ah là, il y a peut-être un petit problème là aussi. Bon. Et s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour faire gagner de l'efficacité énergétique. Alors il y a deux grandes technologies sur lesquelles on va s'appuyer. D'une part, la partie plateforme qui va être en charge d'aller collecter des données, enfin d'aller connecter des sources de données. Et par source de données, on va parler de capteurs, mais on va parler aussi de systèmes de gestion, de systèmes de laboratoires de mesure, de systèmes de gestion de la qualité et de la production. Et plus on va pouvoir connecter le système et plus on va pouvoir faire des optimisations larges. Ensuite, ces sources de données, une fois qu'elles sont connectées, on va récupérer les données, il va falloir les traiter, les nettoyer, enfin les rendre propres à être analysés par de l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à procurer des optimisations, des conseils, des insights qui vont permettre, alors soit à des opérateurs, soit éventuellement au système même, d'agir pour améliorer cette efficacité énergétique dont on parle. Donc il y a toute cette partie plateforme, bon, je n'en dis pas plus, mais qui est un des éléments clés pour la réalisation très concrète de ces gains. Et puis l'autre élément, c'est toute la partie technologique autour de l'AI. Alors je vous ai mis ici un certain nombre de technologies sur lesquelles on travaille. Donc en fait ça regroupe le machine learning, ça regroupe l'optimisation et le traitement de vision, etc. Toutes ces technos qu'on commence à bien connaître. Donc moi je vais vous parler d'industrie, donc j'ai essayé de vous redonner quelques chiffres clés concernant l'efficacité énergétique et les consommations énergétiques de l'industrie. L'industrie, ça représente 40% des consommations globales en finale, en énergie finale. Il faut noter que cette consommation énergétique, elle continue à croître, malgré... Alors il y a quand même des gros gains d'efficacité énergétique depuis 2010, qui sont malgré tout compensés par une augmentation de la production et du besoin. Donc globalement, on est quand même toujours dans une croissance de 1% par an. On est encore aussi beaucoup dans l'utilisation des fuels fossiles, environ 70% globalement. On peut quand même noter une tendance, et qui va être une tendance probablement de fond dans les années à venir, qui va vers de l'électrification qui permettra plus facilement une décarbonisation. Voilà, alors sur la partie droite de ce slide, on va voir les gros consommateurs, les gros émetteurs, et sans beaucoup de surprise, on trouve
les industries de l'acier, du métal, les cimenteries, la pétrochimie, qui sont les trois gros. Hein. Alors, on ne voit pas trop encore hein, aussi. Donc, quels sont les leviers qu'on va mettre en place pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2 ? Premier levier, il va s'agir déjà tout simplement de monitorer les consommations énergétiques et de façon à pouvoir détecter les anomalies de façon très précoce. Ces anomalies, très souvent, elles ne sont pas vues, donc dans la durée, elles se cumulent et on peut arriver, vous verrez un petit exemple dans le domaine du métal, on peut arriver à des chiffres qui sont quand même très importants. On va également se servir de l'AI sur de multiples fonctions pour optimiser les opérations et les process, restant à process et machines constantes. Hein. On ne change pas les process, on ne change pas les machines, mais on peut quand même optimiser des choses et qui vont nous permettre d'être plus efficaces en production, mais aussi en énergie. Le troisième levier, lui, est plus engageant en termes d'investissement, puisque là, et puis donc dans le temps, ça ne se passe pas aussi rapidement, hein, puisque là, il va s'agir de faire migrer, de faire changer les process pour les rendre électriques le plus possible, de façon à être capable de décarboner. Et là, on pourra parler des exemples dans le domaine du verre, mais aussi dans les cimenteries, où c'est des choses qui sont en projet, mais qui sont en projet concret. Hein. Et puis finalement, le dernier levier, ça sera tout ce qui se passe autour des microgrids et de la flexibilité énergétique. Et là, c'est Vania qui vous en parlera. Alors, ces leviers, moi, je vais en parler. Je vais vous donner 3 exemples. Dans le domaine de l'industrie, j'ai choisi des domaines bien consommateurs, des énergies intensives. Mais il faut comprendre que ces leviers, à la fois, ils sont applicables à beaucoup d'industries, hein, les principes restent les mêmes, et puis ils sont aussi applicables au-delà de l'industrie. Hein. Un bâtiment, on peut aussi surveiller ses consommations, optimiser ses opérations, etc. Hein. Alors, premier exemple, est-ce qu'on voit bien à peu près ? Donc, quel est le principe de cette partie monitoring des consommations énergétiques en utilisant de l'AI. Finalement, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'AI pour ça ? Alors, l'AI va nous servir à construire un modèle de la consommation normale d'une usine, d'une machine, d'un asset quelconque, compte tenu d'un contexte qui est variable. Hein. Une machine, elle ne consomme pas de la même façon en fonction de tout un tas d'éléments, de ce qu'on lui demande de faire, éventuellement, parfois, l'environnement a un poids aussi sur la consommation énergétique. Donc on va utiliser des données historiques pour construire ces modèles normaux de consommation énergétique. Et puis ensuite, tout simplement, on va utiliser ces modèles pour comparer les vraies consommations à ces consommations théoriques normales. Et grâce à ça, on va identifier très très tôt des dérives ou des consommations qui deviennent anormales de façon subite. Alors, juste pour mettre un peu des chiffres et du concret là-dessus, moi j'ai sélectionné un exemple dans le domaine des laminoirs à chaud. Et donc, alors là, on parle de grosse consommation énergétique quand même, parce que les laminoirs, on chauffe le métal à plus de 1100 degrés. Hein, donc là, c'est des gros consommateurs. Hein. Je m'intéresse là à la partie four. Donc, un modèle, on a construit des modèles de ces consommations énergétiques en utilisant, avec un partenaire qui s'appelle Energency, pour lequel avec lequel on a développé une offre pour les segments dits MMM, c'est-à-dire Mine, Metal, Mineral, qui sont des segments énergie intensifs. Donc ces modèles, alors qu'est-ce qu'on met comme données historiques ? On met beaucoup de données historiques. Là, en l'occurrence, il y avait 1 an et demi de données historiques sur des données à la fois d'énergie, mais aussi toutes les données de contexte qui ont un impact sur la consommation, des données donc de process, comme les températures de combustion, les débits d'air, etc. Donc, grâce à ce modèle qu'on a fait tourner, ça a été possible Alors, j'ai un exemple très précis d'un défaut sur le four qui a été détecté, un défaut d'alimentation qui n'était pas visible. Hein.
et donc qui a pu être réparé. Enfin, en tout cas, on a fait quelque chose pour que ce défaut disparaisse. Juste, je voulais vous partager avec vous le gain estimé. On a calculé finalement ce qu'on aurait perdu si on n'avait pas trouvé ce défaut. Eh bien, en gros, on avait quand même 2,8 gigawattheures en 4 mois qui auraient été consommés pour rien, parce que si on n'avait pas vu cette chose-là, qui n'avait pas d'impact sur le résultat de la production. Hein. Donc c'est quand même assez substantiel pour... donc il y a l'impact énergétique et CO2, puis il y a aussi un impact coût pour les industriels, bien sûr. Deuxième exemple. Alors le deuxième levier que je vous avais présenté concerne l'optimisation des opérations et des process. Alors là, bon, on a des solutions qui sont... Il y a tout un tas de types de solutions. Hein. Ça peut vouloir dire... finalement, quand on prend un process ou une grosse machine, on va chercher à trouver le jeu de paramètres idéal. Hein, on parle de golden set of parameters, qui permet d'amener à la performance optimale, compte tenu de conditions d'opération qui peuvent être très très variables. Et pour ça, on va aller chercher, même chose, hein, des données historiques. On va regarder dans ces données historiques, on va faire un modèle des différents KPI qu'on cherche à optimiser, et probablement qu'on va chercher à optimiser l'énergie, mais aussi la qualité de la production. Donc ça peut être des optimums qui sont multicritères, et qui vont et grâce à ça, on va être capable de dire, dans ce contexte très précis de production, nous vous conseillons d'utiliser tel paramètre de réglage de votre process ou de votre machine, de façon à être dans les meilleures conditions possibles. C'est possible, vous l'avez déjà fait, on l'a vu dans l'historique. Donc voilà. Et l'idée, c'est d'implémenter ces choses-là de façon automatique pour aider les opérateurs, alors pour l'instant on n'y est pas, mais faire des liens directs pour ajuster les paramètres de façon en temps réel. On va aussi servir de l'AI pour réduire les pertes de production, et qui dit perte de production dit perte d'énergie. Donc typiquement, on va essayer de faire de la predictive quality. Alors la predictive quality, il y a deux grandes dimensions. Il y a le fait d'utiliser, par exemple, quand on est dans de l'assemblage, de la vision industrielle pour dire, là, mon produit, il n'est pas bon, il n'est pas conforme. Hein. Et puis après, d'aller chercher, de faire le lien entre ces informations de non-conformité avec les conditions de process qui ont amené à cet état de fait. Et du coup, une fois quand on va retrouver ces conditions de process, on sera capable de prédire que, effectivement, vous risquez d'avoir un problème qualité, et donc d'arrêter plus tôt avant d'avoir tout produit. Hein. Voilà. Et puis il y a d'autres niveaux d'optimisation qu'on peut conduire grâce à l'AI, qui sont non plus des optimisations au niveau d'une machine, mais bien au niveau des opérations globales. Hein. On peut citer mine to port, comment optimiser toute la chaîne depuis l'engin qui va creuser jusqu'au delivery sur le port du produit minier. L'exemple que j'ai choisi de vous montrer, alors pas très lisible non plus, désolé, c'est un exemple dans l'industrie du ciment. Alors, donc, cet exemple, c'est un exemple qui concerne les engins qu'on voit sur la partie droite, qui s'appellent des ball mills. Alors ces ball mills, c'est des grosses machines à laver, je dirais, qui, grâce à des billes d'acier, réduisent la taille soit du minerai au début, soit des matières au début, soit du ciment après, soit du clinker, qui est le produit qui est réalisé dans le process cimentier. Alors, l'objectif, là, très concret, c'était de réduire la variabilité des tailles de particules en sortie de ces gros broyeurs. Alors, à quoi ça sert ? Et en quoi c'est lié à la réduction de consommation énergétique ? Quand les particules sont trop fines, ça veut dire qu'on a été trop efficace, et du coup on aurait pu produire plus et avoir une intensité énergétique bien meilleure. Hein. Et puis quand les particules sont trop grosses, ça veut dire que probablement on risque de devoir recycler ou refaire fonctionner, donc encore de nouveau des pertes d'énergie. Donc il y a un vrai enjeu énergétique à vraiment réduire la variabilité de ce qu'on produit, et ça c'est vrai
dans beaucoup, beaucoup de process. Donc là, le petit schéma jaune, rouge, bleu, là, vous montre le niveau de variabilité qu'on a observé sur cette usine de ciment. Et donc, comment est-ce qu'on va améliorer les choses? On va chercher à prédire. Alors oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que la taille des particules, c'est pas on n'a pas de capteur qui est capable de mesurer en temps réel cette taille de particules. Du coup, les industriels ont des laboratoires et font des mesures. Et en fonction de l'organisation du laboratoire, de l'entreprise, ça peut être des mesures qui sont faites plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Donc, le contrôle fin du process n'est pas tellement possible. Et grâce à des prédictions en temps réel pratiquement, on va être capable de rétroagir et d'intégrer cette information dans la boucle de contrôle et donc de réduire drastiquement la variabilité des tailles de particules. Et là, on a fait un petit... voilà, il y a des évaluations de gains sur l'utilisation de cette façon de prédire les tailles de particules qui permet un gain de l'ordre de 2,5%. Et en plus qui permet de produire plus. Hein, donc voilà, alors je n'arrive pas à lire. On parle pour un ball mill sur une usine, on parle de l'ordre de 400 mégawattheures par an. Pour un ball mill. Hein, et des ball mills, il y en a beaucoup dans les cimenteries, il y en a dans les contextes miniers, etc. Alors, le dernier exemple, donc traite de... Alors là, on est dans des projets qui ne sont pas directement opérationnels à ce jour, qui sont plus des projets de migration des process vers de l'électricité. Et là, donc l'exemple qui est en cours, hein, qu'on regarde, concerne l'industrie du verre. Vous avez remarqué, je fais ça. J'ai peur. Donc, effectivement, parce voilà. qu'on a des problématiques de temps. Non, je ne sais pas où vous en êtes. Non, mais c'est mon dernier slide, donc je vais conclure très vite. Finalement, en quoi l'AI va nous servir ici? Alors, je vais quand même dire une petite chose avant, c'est qu'effectivement, faire un process de fonte de verre par l'électricité permet des gains d'efficacité parce que les électrodes sont dans le bain de verre. Donc, il y a beaucoup moins de pertes qu'une flamme de gaz qui va être au-dessus du flux. Hein. Donc, voilà, il y a déjà intrinsèquement, par le process, il y a du gain. Mais en quoi l'AI va aider à cette migration? Les industriels qui vont migrer, il n'y a pas la même connaissance. Ça fait des années qu'on fait du verre avec des flammes. Il va falloir migrer sur une autre façon de faire. Donc, on attend de l'AI, d'une part, qu'elle puisse nous permettre de faire des modèles de comportement beaucoup plus rapidement et donc d'optimiser des contrôles et donc de réaliser une partie des gains qui sont espérés. Et puis, on va attendre aussi de l'AI, là, en l'occurrence pour le verre, d'être capable de nous prédire des flexibilités énergétiques. Un four à verre, c'est 1600 degrés, c'est un temps de traversée de 15-16 heures à peu près. Enfin, ça dépend de la taille du four, bien sûr. Et donc, il y a une grosse inertie et on va pouvoir limiter les consommations énergétiques pendant des petites durées, enfin, en gros 1 heure, ce qui permet de vendre des capacités de réduction de consommation. Et donc, cette flexibilité, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour les prédire. Et ça a un impact sur la flexibilité. On sait que ça a un impact sur le déploiement de tout ce qui est énergie renouvelable. Et voilà la transition avec Vania. Merci beaucoup, Madame Boutin, pour ces projets industriels. On va parler plus d'énergie avec vous, Vania. Exactement. Et puis dommage pour tous les Parisiens, il faut prendre le train suivant. Non, je vais vous présenter un peu rapidement les solutions que Schneider met en place pour permettre l'optimisation énergétique. Donc, un petit schéma pour illustrer le contexte. Donc, sur la partie haute, on voit le système de gestion d'énergie traditionnel, classique et historique, où l'énergie a été produite de façon centralisée et ensuite acheminée via des réseaux de transport et des réseaux de distribution jusqu'au client final où elle est consommée.
Donc sur le schéma en bas, on voit une image de la transition énergétique dans laquelle on voit que maintenant on a de plus en plus des énergies renouvelables, des énergies locales et des énergies qui peuvent être intégrées, produites à des endroits différents et intégrées à des endroits différents dans le système de gestion d'énergie. On peut voir par exemple des grandes fermes solaires et éoliennes qui sont raccordées directement au réseau de transmission ou au réseau de distribution. Mais on voit de plus en plus des énergies qui sont intégrées chez le client, comme par exemple ce bâtiment avec sa production solaire, sa production éolienne, géothermie et stockage, qui produit sa propre énergie et qui la consomme aussi localement. Donc c'est là où on parle de prosumers, donc des clients qui sont à la fois producteurs et consommateurs d'énergie. Donc aujourd'hui pareil, un petit problème d'affichage. Aujourd'hui, en fait, on se sert de la flexibilité qu'on a grâce aux énergies renouvelables, au stockage, mais aussi aux charges dont la consommation peut être décalée dans le temps. En fait, pour tous ces clients, on propose des solutions qui visent soit à optimiser leur coût d'électricité, par exemple, quand on a des tarifs variables, on peut consommer plus pendant les heures où l'énergie est moins chère et consommer un peu moins pendant les heures où l'énergie est plus chère. Ça nous permet aussi de vraiment contrôler la puissance qu'on consomme et éviter des pics de puissance, qui peut être pénalisant par certains fournisseurs d'électricité. On peut se servir de cette flexibilité aussi pour maximiser vraiment le taux d'autoconsommation solaire, c'est-à-dire maximiser le taux de l'énergie produite, l'utilisation de l'énergie produite et sa consommation locale sur le site. Et puis après, on peut se servir aussi de toute cette flexibilité pour fournir des services au réseau de type d'effacement ou de régulation de puissance, et puis voilà, bien d'autres cas d'usage. Donc aujourd'hui, comment on fait ça? En fait, on utilise des technologies qui s'appellent du contrôle prédictif, modèle predictive control en anglais. En fait, dans cette méthodologie, on se sert des mesures qu'on a sur l'installation, on se sert de la prédiction de l'énergie qui serait produite, de la prédiction de la consommation du bâtiment, et en fonction des prédictions de l'état actuel du système et des objectifs qu'on s'est fixés d'optimisation, de coût, de taux de consommation. En fait, le système, via une optimisation, nous propose un planning optimal pour le fonctionnement, par exemple, du stockage sur site ou pour le fonctionnement des charges dont la production peut être décalée dans le temps. Donc aujourd'hui, chez Schneider, il y a des solutions commercialisées pour la gestion optimale des énergies. EcoStruxure Microgrid Advisor, qui est une solution plutôt pour les bâtiments, les sites industriels, les campus, mais aussi on a des solutions au niveau résidentiel. Et donc j'avais quelques exemples. En fait, donc sur la droite, on voit des copies d'écran de quelques projets clients en fait, réalisés avec ces logiciels. Le premier exemple, c'est un exemple de réduction de pic de puissance pour ne pas avoir un dépassement et des pénalités puisqu'on a trop consommé. Donc ce pic de puissance peut être évité soit par exemple avec du stockage, si pendant les périodes de pic on décharge la batterie et on fournit l'énergie nécessaire via la batterie, on consomme moins au niveau réseau et on évite ces pics de puissance. Ça peut être aussi géré par le pilotage de certaines sources, comme par exemple le chauffage et la climatisation. Le deuxième exemple, c'est par rapport au taux d'autoconsommation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils consomment à certaines périodes de la journée. Et ici, on peut optimiser le taux d'utilisation d'énergie solaire, soit en décalant certaines charges pendant la période où on a une production solaire, soit encore en utilisant le stockage pour stocker le surplus d'énergie solaire et puis le restituer plus tard dans la journée. Et puis le dernier exemple, c'est la gestion une gestion optimale par rapport au contrat d'électricité. Par exemple, si on a un contrat heure creuse, heure pleine, comme c'est montré tout en bas, dans le petit schéma tout en bas, et bien on peut décaler certaines charges, par exemple la recherche de véhicules électriques,
Ne pas charger pendant les heures où l'énergie est chère et charger pendant les heures où au contraire elle est plus chère. Voilà. Merci beaucoup, Vania Ignatova. Madame Boutin, est-ce que vous voulez me rejoindre sur scène? Et puis on peut prendre trois questions, une ou deux questions dans l'assistance. Alors Schneider Electric a l'air très allant sur tous ces sujets-là. Ce qui est difficile toujours à mesurer quand on entend toutes ces solutions que vous proposez, que vous avancez, qui sont excitantes, jusqu'à quel point elles sont aujourd'hui mises en œuvre ou pas, de façon... est-ce qu'on est à la preuve de concept? Est-ce que c'est des solutions déjà matures ou pas? C'est ça qui est un peu pas évident pour nous. Madame Boutin. Alors prenez un micro là. Donc on commence à avoir des offres commerciales hein, donc, qui sont déjà implémentées. Et puis bien sûr, il y a encore un énorme champ. Est-ce qu'elles ont du succès? Bah oui. Ah, d'accord. On a par exemple... Vous avez cette verrerie là, n'est-ce pas? Okay. Qui est près d'ici Alors, non, sur les verres, typiquement, on travaille avec un verrier. Oui. Saint-Gobain pour pas le nommer. Et donc pour eux déjà c'est un projet d'avenir hein, donc voilà. Donc là nous on est en amont et on travaille avec eux. Est-ce que vous me disiez qu'il y avait un projet pour que 100% des verreries en Europe soient passées à l'électrique en 2050? C'est un engagement qu'a pris l'industrie verrière en Europe. Hein, d'accord. En Europe. Donc c'est quand même dans 28 ans. En 28 ans, on espère qu'ils aient le temps de... Non, parce qu'un four, ça met on peut le garder pendant des décennies. Les fours ont des durées de vie qui se mesurent en 20 ans. Hein, oui, d'accord. Donc voilà, c'est pas une migration simple, c'est pas un truc qui se fait comme ça. Hein. Ouais, par contre, beaucoup de ces solutions sont assez faciles à mettre en œuvre. Enfin, les autres solutions, monitoring, optimisation, ça peut se mettre en place sur des usines existantes. Il faut des capteurs, en général, on essaie déjà de récupérer... Il y a beaucoup de données dans une usine. Donc déjà, capter toutes ces données qui existent déjà, on peut en faire quelque chose. Hein. On peut en faire quelque chose. Et juste pour les questions de maturité, ça dépend des sujets. Vous avez vu plusieurs solutions. Sur la partie optimisation énergétique, effectivement, nous avons des solutions qui existent. Et même ce bâtiment-là, il est piloté avec nos systèmes d'optimisation énergétique. C'est ce que je crois avoir compris, magnifique bâtiment. Formidable. Est-ce que monsieur Berruto est là? Ah bah voilà, il arrive. Bon, merci infiniment, mesdames. Ouais, Madame Boutin, Madame Ignatova, merci beaucoup.